Ja, wenn es ein globales Thema gibt, das besonders gerade jetzt, dieses Jahr, heiß diskutiert wird, ist das natürlich der Klimawandel. Und erst letzte Woche trafen sich nicht weit von hier Jugendliche aus der ganzen Welt hier in Lausanne zu einem Klimagipfel. Greta Thunberg ist im Moment, glaube ich, unterwegs in Richtung New York. Sie kann nicht hier sein. Dafür freue ich mich umso mehr auf die ausgewiesene Wissenschaftlerin, die sich seit Jahren mit der Materie befasst. Professorin für angewandte Klimatologie ist sie, Geographischen Institut der Universität Neuchâtel. Seit 1996 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft tätig und dazu als Dozentin an den Universitäten Lausanne, Genf und Neuenburg sowie an der EPFL. 2012 wurde sie zur ordentlichen Professorin an der Universität Neuenburg berufen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Bitte begrüßen Sie mit mir Martin Rebötte. Danke. Merci beaucoup pour cette invitation parmi vous. Merci pour votre accueil. Je vais vous parler aujourd'hui des défis du climat. La question, c'est où en sommes-nous et où allons-nous dans les prochaines années. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la situation. En vous parlant d'abord de ce que nous connaissons en termes de chiffres, comment est-ce que les choses se sont déroulées et comment nous pouvons anticiper qu'elles vont se dérouler dans les années suivantes. Puis, brièvement, je traiterai des conséquences et de quelques exemples de solutions d'adaptation avant d'évoquer les causes des changements climatiques et puis, évidemment, les solutions par lesquelles on peut passer pour améliorer cette situation. Voici le premier graphique que je veux vous montrer, c'est les températures mesurées à l'échelle du globe depuis la fin du 19e siècle. La situation est absolument claire. Vous voyez que les températures augmentent et elles augmentent beaucoup depuis les années 70. On est aujourd'hui à peu près par rapport à la période antérieure avec le réchauffement d'origine humaine de l'ordre déjà d'1 degré d'augmentation des températures. Évidemment, vous voyez que ça varie, il y a une variabilité temporelle d'une année à l'autre. La principale explication à ce phénomène de variabilité entre les années à l'échelle du globe, c'est le phénomène El Niño. Il y en a d'autres, il y a les émissions qui sont dues au volcanisme, par exemple les éruptions volcaniques. Là, je vous montre l'influence d'El Niño, donc cette région du Pacifique que plusieurs d'entre vous connaissent de tout près, se réchauffe à des intervalles de l'ordre de 5 à 7 ans approximativement. Et lorsqu'on est en année El Niño, il y a une telle surface du Pacifique qui est plus chaude que les autres années que ça joue un rôle pour la moyenne globale. Donc si vous regardez les derniers chiffres, les années 2015 et 2016 ont été particulièrement chaudes à cause du phénomène El Niño qui s'est ajouté, surimposé à l'augmentation due aux gaz à effet de serre. Donc logiquement, les années actuelles sont un peu plus faibles quand on est dans des années neutres ou de la Niña. Et puis on battra le prochain record de température dans une prochaine année El Niño qui ne tardera pas à venir. Ça, c'est pour la situation jusqu'à aujourd'hui. Si je regarde maintenant le futur, à gauche de ce graphique, entre 1950 et aujourd'hui, vous voyez le graphique précédent, le premier que je vous ai montré, mais qu'on a un peu dû tasser pour pouvoir vous montrer la suite qui ne sorte pas en direction du plafond ici. Donc vous avez deux exemples de ce qui pourrait se passer pour le futur. Le plus vraisemblable, c'est qu'on soit à proximité, malheureusement, de la courbe en rouge, parce que pour tracer la courbe en bleu, en fait, nous avons déjà manqué l'objectif. Il aurait fallu que nous réduisions déjà drastiquement les gaz à effet de serre dans les dernières années, ce que nous n'avons pas fait. Donc cette option-là est déjà fermée. Dans le meilleur des cas, ce que nous souhaitons, c'est que le monde parvienne à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour faire en sorte qu'on soit en dessous de la courbe rouge et non pas au-dessus.
Maintenant, j'aimerais vous faire une comparaison parce que là, on parle en termes globaux. Je vous montre un lieu au hasard, la Suisse, avec la même série temporelle où vous voyez aussi l'augmentation des températures. Si vous regardez en gros le graphique, il a un peu la même allure. Les années les plus chaudes régionalement ne sont pas forcément les plus chaudes à l'échelle globale parce qu'elles dépendent d'autres facteurs. La variabilité interannuelle est un peu plus grande parce que l'échelle géographique n'est pas aussi importante. Mais il y a une autre chose qui différencie ce graphique du précédent, c'est l'échelle. Regardez l'échelle qui est indiquée sur la gauche, l'échelle verticale, et vous voyez qu'en Suisse, l'augmentation des températures depuis la fin du 19e n'a pas été de 1 degré, mais bien de 2 degrés. Donc en Suisse, on est dans une région où les températures augmentent 2 fois plus vite qu'à l'échelle globale. Donc dans le monde, partout où vous habitez, on aura des valeurs qui seront différentes de la moyenne globale. Les deux principaux facteurs qui déterminent cet écart entre la moyenne globale et le lieu où vous vivez, ce sont premièrement la proximité à l'océan. Parce que les océans qui recouvrent les 3/4 de la planète, les océans ont une circulation interne qui va en grande profondeur, qui leur permet d'absorber une grande partie de l'énergie supplémentaire qui se trouve dans l'atmosphère. Donc les océans se réchauffent à de grandes profondeurs. On est capable aujourd'hui de montrer qu'à plusieurs kilomètres de profondeur, l'eau des océans s'est déjà énormément réchauffée, et cela a pour résultat qu'à proximité des océans, l'augmentation des températures est moindre par rapport à une région continentale. Et le deuxième facteur, c'est la latitude dans l'hémisphère nord surtout, où plus vous allez au nord de l'hémisphère nord, plus l'augmentation des températures est importante. Et ce qui détermine ce facteur-là, c'est surtout la disparition de la couverture neigeuse. En deux mots, lorsque vous avez une couverture neigeuse, une grande partie du rayonnement lumineux repart en direction du soleil, alors que lorsque vous n'avez plus cette couverture de glace ou de neige, le sol foncé va absorber l'énergie et vous aurez un réchauffement plus important. Donc très logiquement, en Suisse, on a à peu près le double des températures globales, de l'augmentation des températures globales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez la situation, si on est à 1 degré, on est à 2, et logiquement, si on va à 2 degrés, qui est l'objectif de Paris, on aurait même espéré moins, mais on n'y croit plus forcément, même si on essaye encore d'améliorer les choses pour que ça se passe. Et selon qu'on va arriver à 2, 3, 4 degrés, en Suisse, on sera approximativement au double. Alors je vous parle comme ça de quelques degrés. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose de concret finalement. S'il fait 2 degrés de plus, est-ce que c'est tellement grave? Eh bien oui, ça a toutes sortes de conséquences, en particulier le fait que les températures extrêmes se renforcent et se renforcent dans une ampleur qui est plus importante que la moyenne. Là, un seul exemple, Lucerne, qui n'est pas réputée pour son temps le plus ensoleillé et le plus chaud du pays, vous voyez qu'il était rare encore dans les années 60 à 70 à Lucerne d'avoir des journées où la température dépasse 30 degrés. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent et on n'a plus d'années sans de telles journées très chaudes. Et les journées tropicales, c'est un phénomène qui fait que vous allez avoir une souffrance de la population. Vous avez une augmentation de la mortalité pendant les périodes très chaudes, vous avez une augmentation des maladies, de l'inconfort, une perte de productivité. Selon la gradation de l'importance des phénomènes, ce sont des choses qui s'observent. Et le problème dans les situations de canicule par rapport à la santé humaine, ce n'est pas seulement les températures de la journée, mais beaucoup les températures de la nuit. Et évidemment, elles augmentent aussi de manière importante. Et puis, vous avez aussi l'altitude du 0 degré qui monte évidemment avec l'augmentation générale des températures, comme vous le voyez dans cette petite synthèse. Quelles conséquences en général, je vous disais, sur la santé humaine, mais peut-être que le plus visible quand on est
dans un pays de montagne, comme l'est la Suisse, mais peut-être encore plus quand vous êtes dans des pays tropicaux de montagne, comme les Andes par exemple, comme le Népal, où vous voyez la réduction des glaciers. En Suisse, la réduction du volume de glace, de la surface des glaciers est extrêmement importante, mais elle l'est encore davantage, elle est encore plus rapide dans les pays tropicaux, parce que dans un pays comme le nôtre, à nos latitudes, on a toute la période hivernale pendant laquelle les glaciers ne fondent pas. Donc vous avez toutes sortes de conséquences, vous en aurez aussi sur la végétation, je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui, mais un point que j'aimerais discuter avec vous, c'est le fait qu'on n'a pas seulement une augmentation de la température, ce n'est pas seulement une question de réchauffement climatique, mais bien de modification climatique, parce que dès que vous augmentez la température, vous modifiez aussi les autres paramètres, et vous modifiez en particulier l'intensité des précipitations. Aujourd'hui, les précipitations, selon la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, vont devenir plus rares, plus abondantes, et l'exemple de la Suisse est là aussi très intéressant parce que les précipitations deviennent à la fois plus rares et plus intenses. Vous avez les deux côtés des extrêmes qui s'intensifient. Et je vous montre cette image-là parce que c'est la partie du Rhône en Suisse qui est la seule à être encore relativement sauvage. Pour vous dire que lorsque vous avez des précipitations intenses, il est très important d'avoir une zone dans les rivières, dans les fleuves, qui soit large pour absorber l'excédent de précipitations et éviter une forte vague qui provoque les inondations. Donc là, on est dans un bon exemple et on est en train évidemment de redonner de la place aux cours d'eau. C'est le sens de la loi de 1991, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, dans une région de montagne, ce qu'on voit très souvent lorsqu'on a de violents orages, ce n'est pas seulement des inondations, ça c'est encore, voilà, ça fait des dégâts matériels, c'est une chose, mais les situations les plus à risque, et on l'a vu encore tout récemment en Suisse, c'est les situations de lave torrentielle où les orages emportent du matériel solide, c'est des coulées de boue, c'est des glissements de terrain, avec un phénomène qui les renforce, c'est que lorsque vous avez un fort orage en été ou en automne en altitude, vous avez du matériel qui est disponible, du matériel rocheux qui est désolidarisé par la fonte du permafrost, du pergélisol, du sol qui est gelé en profondeur. On a chez nous toutes les techniques disponibles pour faire face à ce type d'événement. On est capable de prévenir les laves torrentielles, mais il y a deux limites. Les deux limites, c'est le temps qu'il faut pour installer ça sur tous les torrents d'une région alpine, sur toutes les rivières, même d'un si petit pays que la Suisse. Et puis l'autre limite, elle est évidemment financière, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc on est capable, mais ce n'est pas du tout évident de pouvoir le faire. Le dernier paramètre climatique dont je veux vous parler, c'est la couverture neigeuse. Elle se réduit bien évidemment. Aujourd'hui déjà, on a perdu sur le plateau approximativement 40 jours d'enneigement, non seulement sur le plateau, mais aussi à toutes les altitudes en montagne. Évidemment, ça se voit davantage là où vous aviez 60 jours auparavant. Si vous avez perdu 40 jours, il n'en reste plus beaucoup. En haute montagne, si vous aviez 200 jours de couverture neigeuse et qu'aujourd'hui vous en avez perdu 40, le signal est peut-être moins fort, mais il est exactement le même. On a aussi la même perte de couverture neigeuse et vous voyez qu'avec le réchauffement, elle va se renforcer. Cette couverture a disparu en partie à l'installation en automne et en partie au printemps. 2 fois plus vite au printemps, parce qu'au printemps, vous avez à la fois une couverture qui est moins épaisse, donc il y a plus de chances de fondre vite, et des températures qui sont plus élevées et une fonte qui va être plus intense, donc un phénomène qui est plus intense au printemps, mais en même temps, du point de vue, par exemple, du tourisme, dans les Alpes, on a plus de problèmes avec la réduction de l'enneigement au début de la saison qu'à la fin de la saison. Et ça simplement à cause de notre organisation, de nos comportements humains, parce que le loisir qui
utilise la neige, le ski et tout ce qui lui est lié, la tradition, c'est de faire du ski à Noël. Peut-être que certains d'entre vous viennent dans les Alpes pour faire du ski à Noël. À Pâques, ça ne vous viendrait peut-être pas à l'idée. Bien souvent, à Pâques, les conditions de ski sont excellentes. Elles le sont de moins en moins à Noël. Donc, paradoxalement, en fait, on a un problème de ce point de vue en début de saison. Et puis, évidemment, il y a une énorme variabilité d'une année à l'autre qui a fait qu'on a mis passablement de temps pour produire les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. D'autres phénomènes sur lesquels je ne m'étends pas, c'est tous les phénomènes extrêmes qui sont plus difficiles à démontrer d'un point de vue statistique, mais plus vous avez de chaleur, plus vous avez d'énergie dans un système, plus les événements extrêmes vont avoir le potentiel de se développer. Donc là aussi, on a évidemment un renforcement. Ailleurs sur la planète, et évidemment pas directement ici, et je le précise, on a le phénomène de l'augmentation du niveau des mers. Ce phénomène-là va prendre de l'ampleur, et ça c'est important que je vous le dise, pas seulement les prochaines décennies, et même pas seulement ce siècle, et pas seulement les prochains siècles. L'augmentation de température que nous générons aujourd'hui va continuer à augmenter le niveau de la mer pendant des millénaires, parce qu'il faut du temps pour que l'ensemble de la glace fonde, et il faut encore plus de temps pour que les océans s'adaptent aux températures actuelles ou aux températures futures et prennent le volume qu'impliquent ces températures. Donc là, ça va prendre des millénaires et on va avoir des dizaines de mètres de changement par rapport au niveau des mers. Pour ce siècle, les dernières projections nous montrent à peu près 1 mètre d'augmentation et du point de vue humain, du point de vue des villes qui sont quand même pour les populations humaines majoritairement installées à proximité des mers, c'est une conséquence qui est extrêmement importante et qui va être mondiale. Ça ne va pas juste être une conséquence locale, les répercussions seront bien évidemment mondiales. Le dernier point que je veux traiter avec vous aujourd'hui, c'est l'augmentation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la cause du réchauffement actuel, principalement le gaz carbonique. Et on a l'habitude dans notre domaine de parler d'équivalent CO2, puisque tous les gaz ont des puissances qui sont différentes, des temps de résidence dans l'atmosphère qui sont différentes. Un seul exemple, le CO2, lorsqu'il est émis dans l'atmosphère, il va prendre plus d'1 siècle pour se remettre dans le système, dans le cycle du carbone. Donc ce que nous émettons aujourd'hui, il y en a pour plus de 100 ans, d'où l'importance d'agir rapidement. Je vous montre à l'échelle du million d'années, vous voyez que dans les systèmes naturels, la teneur en CO2 a varié selon les époques glaciaires ou interglaciaires, on était entre 180 et 280 ppm parties par million. Et aujourd'hui, avec l'utilisation massive du carbone disponible sur la planète qui va dans l'atmosphère, on dépasse 400 et au rythme où on y va, on sera bientôt à 1000 ppm. Donc on sort complètement de ce qu'on connaissait auparavant. Là aussi, les solutions existent. On est tout à fait capable aujourd'hui, on a développer des techniques qui nous permettent de construire et d'avoir du bâti qui consomme aucune énergie, au contraire qui en fournit de l'énergie supplémentaire pour la mobilité. En Suisse en particulier, les techniques sont tout à fait suffisamment avancées. Je vous montre cette image parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup du solaire photovoltaïque et on a un peu mis de côté une technique qui est extrêmement efficace, qui est le solaire thermique. Le solaire thermique est l'énergie peut-être la plus facile à acquérir, la moins chère et techniquement la plus facile à organiser, et ça dans tous les pays du monde. En Suisse, ça a été évoqué tout à l'heure, la loi sur le CO2 jusqu'à aujourd'hui a permis de passablement progresser du point de vue de l'habitat. Quand même, il s'est passé 30 ans, on a fait des progrès. La Suisse est peut-être le pays des petits pas, je dirais plutôt des pas de souris, mais enfin bon, des pas quand même. Dans la mobilité, on a au contraire encore augmenté les émissions de CO2 pour des raisons qui sont bien connues. Mais j'aimerais aller plus loin que les émissions
émissions sur notre territoire. Par personne, en Suisse, nous émettons approximativement 6 fois plus qu'une personne dans un pays en développement et 2 à 3 fois moins que les pays qui émettent le plus, comme les États-Unis ou des pays du Golfe, par exemple. Mais si vous déduisez les émissions qui sont dues en fait à nos exportations et qui ne devraient pas forcément être imputées à notre pays, mais que vous ajoutez les émissions que nous générons à l'étranger, regardez, c'est le graphique de droite, la partie grise. En fait, la Suisse est le pays le plus extrême au monde du point de vue des émissions générées par ses habitants à l'étranger. Nous sommes un pays de services et les biens manufacturés, la nourriture est beaucoup importée. Je vous le donne en mille, quel est le pays le plus extrême à l'autre bout, le pays qui en fait a plus d'émissions imputées à son territoire que la vraie consommation de ses habitants, bien sûr, c'est la Chine ou les autres pays qui nous fournissent leurs biens. Donc la responsabilité de la Suisse ne s'arrête pas à son petit territoire et puis à le rendre bien propre. Elle ne doit aussi avoir une action par rapport à sa délocalisation en termes d'émissions. Et le principal facteur d'émissions à l'échelle planétaire, 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre sont générées aujourd'hui par la déforestation. Donc si vous agissez comme citoyen responsable, comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, que vous faites attention dans tous les domaines qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, je ne vais vous donner qu'un seul exemple, j'ai peu de temps. Si vous êtes un citoyen conscient qui se dit c'est important de ne pas manger trop de viande parce que ça génère beaucoup de gaz à effet de serre, en plus c'est pas bon pour ma santé, etc. Ok, alors vous allez acheter un peu de viande locale produite à côté de chez vous et puis vous dites là je fais vraiment un geste citoyen et j'émets très peu de gaz à effet de serre. Ok, mais si le bœuf que vous mangez a consommé un fourrage avec de l'huile de palme, cette huile de palme a détruit les forêts tropicales et l'effet est dévastateur. Donc on peut agir à l'échelle du citoyen, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, mais on doit aussi agir à l'échelle politique parce qu'un des principaux moteurs des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'huile de palme qui génère la destruction des forêts tropicales. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour le futur. Si vous voulez en savoir plus, j'ai publié ce livre qui se lit très rapidement. C'est vraiment très synthétique et j'en suis d'autant plus fière qu'il a été traduit dans les 2 langues nationales. Si vous le souhaitez, vous en trouverez aujourd'hui quelques exemplaires à la réception. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour la traduction. Merci beaucoup, Martin Reveté. Merci. Il reste 1 Minute pour une question. Gibt es eine dringende Frage? Dann geben wir Ihnen jetzt gern die Gelegenheit. Und sonst bin ich extrem froh, dass ich gesehen habe, dass es ja tatsächlich noch lesenswertes Material dazu gibt. Sehr, sehr lesenswert und sehr lernenswert. Vielen Dank für Ihren Besuch hier am Kongress. Dankeschön, Martin Reveté. Merci.